Tu savais, avant que ça arrive, avant que le chaos se montre, avant que les masques tombent, tu savais. Quelque chose en toi avait déjà compris. Pas avec des preuves, pas avec des mots, avec cette sensation silencieuse que tu as appris à ignorer chez les autres, mais jamais complètement chez toi. Tu savais que certaines personnes n'étaient pas là pour te soutenir. Tu savais que certains liens reposaient sur un équilibre fragile. Tu savais que rester allait te coûter quelque chose de plus grave que partir. Et pourtant, tu es resté un moment. Parce que voir clair ne rend pas fort immédiatement. Ça rend lucide. Et la lucidité, au début, fait mal. Tu n'as pas été surpris par ce qui t'est arrivé. Tu as été confirmé. Quand tout s'est effondré, quand certaines personnes se sont révélées, quand les jeux de pouvoir sont apparus au grand jour, une pensée t'a traversé l'esprit. Je le savais. Pas avec satisfaction, avec gravité. Parce que savoir, ça ne protège pas de la perte. Ça ne protège pas de la douleur. Ça ne protège pas de la solitude. Mais ça protège d'une chose essentielle, te perdre toi-même. Tu as senti les pièges avant qu'ils se referment. Les attentes déguisées en amour, les loyautés conditionnelles, les relations où tu devais t'éteindre un peu pour rester accepté. Et quelque chose en toi a refusé. Pas par orgueil, pas par paranoïa, mais par intégrité. Tu as choisi de ne pas jouer le jeu, et ce choix t'a coûté cher. Des liens se sont rompus, des figures que tu pensais solides se sont révélées instables, voire manipulatrices. Tu as perdu des piliers, tu as perdu des repères, parfois même tu as douté de toi. Parce que refuser la manipulation ne donne pas de récompense immédiate. Ça donne du vide, du silence, une solitude difficile à expliquer. Mais aujourd'hui, en regardant en arrière, tu vois aussi autre chose. Tu as échappé à des pièges qui auraient lentement détruit ton axe. Tu as payé un prix élevé, mais tu as protégé ce qu'il y avait de plus important, ton feu intérieur. Même s'il t'a brûlé parfois, même s'il t'a isolé, même s'il t'a coûté cher. Dans cette vidéo, je ne vais pas te dire que tout va bien finir. Je ne vais pas glorifier la solitude. Je ne vais pas diaboliser les autres. On va parler de cette voix qui savait, de ce qu'elle t'a fait perdre, de ce qu'elle t'a sauvé, et surtout, du prix réel à payer quand on refuse de se trahir pour rester entouré. Tu savais, pas comme on sait avec des preuves, pas comme on sait avec des faits alignés. Tu savais de cette manière étrange qui n'a pas encore de mots, mais qui ne se trompe presque jamais. C'était une sensation discrète, presque gênante, que tu repoussais parfois parce qu'elle te dérangeait plus qu'elle ne te rassurait. Tu sentais que quelque chose n'était pas clair, pas forcément mauvais, mais pas sain non plus. Un léger décalage, une tension invisible, un malaise que personne ne semblait vouloir nommer. Et pourtant, tu es resté, pas par faiblesse, pas par dépendance, mais parce que tu es de ceux qui ne fuient pas à la première alerte. Tu es de ceux qui donnent une chance, qui attendent, qui observent. Tu voulais être sûr que ce que tu ressentais n'était pas une projection, pas une peur ancienne, pas une blessure non réglée. Alors tu as fait ce que font les personnes intègres. Tu as douté de toi avant de douter des autres. Tu as pensé « peut-être que j'exagère, peut-être que je suis trop sensible, peut-être que c'est moi le problème ». Et pendant que tu faisais ça, quelque chose en toi continuait de regarder, silencieusement. Cette voix intérieure ne criait pas. Elle ne dramatisait pas. Elle observait les détails, les moments où tu te sentais vidé après certaines conversations, les fois où tu devais t'expliquer pour rester accepté, les silences qui arrivaient dès que tu posais une limite, même douce. Tu savais, mais tu ne voulais pas savoir trop vite, parce que savoir, ça oblige à agir, et agir, ça coûte. Alors tu as tenu, tu as continué à être présent, à soutenir, à porter parfois plus que ta part. Tu as continué à croire que la loyauté finirait par équilibrer les choses, mais ton corps, lui, commençait déjà à comprendre. Tu te sentais fatigué sans raison claire, moins enthousiaste, moins disponible intérieurement. Pas parce que tu n'aimais plus, mais parce que quelque chose en toi se fermait doucement pour se protéger. Tu entrais dans une zone étrange, celle où tu es encore là physiquement, mais déjà ailleurs intérieurement. Et c'est là que la lucidité devient douloureuse.
Parce que tu commences à voir ce que tu ne pourras plus ignorer. Tu vois que certaines relations ne tiennent pas par la réciprocité, mais par l'effort que tu fournis. Tu vois que ton rôle n'était pas neutre. Que tu étais un pilier, oui, mais un pilier qu'on ne remercie pas, qu'on utilise et qu'on remet en place dès qu'il se met à bouger. Tu vois que ton calme, ta profondeur, ta capacité à comprendre étaient devenus des ressources exploitées. Et cette prise de conscience ne te rend pas en colère tout de suite. Elle te rend triste. Parce que tu réalises que ce que tu appelais lien était parfois un équilibre fragile reposant sur ton silence. Et pourtant, tu n'as pas explosé, tu n'as pas accusé, tu n'as pas cherché à détruire. Tu as fait quelque chose de bien plus dangereux pour un système basé sur la manipulation. Tu as commencé à te retirer intérieurement, pas en disparaissant, pas en claquant la porte, mais en cessant de t'adapter à ce qui te faisait violence. Tu as cessé de te justifier, cessé d'expliquer ce que tu ressentais à des gens qui n'écoutaient pas vraiment, cessé de porter ce qui n'était pas à toi. Et c'est là que tout a commencé à changer, parce que la manipulation ne se révèle pas quand tu dis oui, elle se révèle quand tu dis non, même un non silencieux, même un non intérieur. À partir de ce moment, les réactions ont changé, les attentes se sont devenues plus lourdes, les reproches plus subtils, les regards plus froids. Et tu as compris quelque chose d'essentiel. Ton feu intérieur ne pouvait pas coexister avec certains jeux, pas parce que tu étais meilleur, mais parce que tu étais entier. Et l'intégrité dérange toujours les systèmes qui reposent sur la confusion. À partir de ce moment-là, tu as commencé à payer. Pas d'un seul coup, pas brutalement, mais lentement, silencieusement. Le prix de la lucidité ne se présente jamais comme une facture claire. Il se prélève par petites pertes successives, des regards qui changent, des invitations qui disparaissent, des conversations qui deviennent plus froides, des silences qui s'installent là où il y avait autrefois de la proximité. Et tu le sens, tu sais que quelque chose se fissure, mais tu continues, parce que revenir en arrière te coûterait encore plus cher. Tu aurais pu faire semblant, tu aurais pu t'excuser pour des choses que tu n'avais pas faites, tu aurais pu t'adapter encore un peu, et personne ne t'aurait reproché d'avoir choisi la facilité, mais tu ne l'as pas fait. Pas parce que tu voulais te prouver quelque chose, pas parce que tu voulais gagner, mais parce que quelque chose en toi ne pouvait plus. Ce feu intérieur, celui qui t'avait déjà protégé tant de fois, ne te laissait plus négocier. Alors tu as accepté de perdre. Perdre des relations, perdre des certitudes, perdre l'image que certains avaient de toi. Et ça fait mal, plus que tu ne l'aurais imaginé, parce que tu ne perds pas n'importe qui. Tu perds parfois des gens que tu appelais famille, des personnes que tu pensais piliers, des figures que tu croyais solides. Et quand ces personnes se révèlent être autre chose que ce que tu pensais, la douleur est double. Il y a la perte et il y a la désillusion. Tu ne souffres pas seulement de leur absence, tu souffres de ce que tu as cru. Tu te repasses les scènes, les conversations, les moments où tu aurais pu partir plus tôt. Et parfois, une culpabilité étrange s'installe. Pas parce que tu as mal agi, mais parce que tu as osé te protéger. On ne parle pas assez de cette culpabilité-là, celle qui naît quand tu refuses de continuer à être utilisé, quand tu retires ton énergie sans faire de scandale, quand tu choisis le silence plutôt que la justification. Tu te demandes si tu n'as pas été trop dur, trop exigeant, trop distant. Alors que la vérité est plus simple et plus difficile à accepter, tu as cessé de te trahir. Et pour certains systèmes, c'est inacceptable. Parce que ta lucidité fait apparaître ce qu'ils ne veulent pas voir. Ton retrait révèle les mécanismes. Tes limites exposent les attentes cachées. Ton calme empêche le conflit sur lequel ils s'appuyaient. Alors ils inversent les rôles. Tu deviens celui qui change, celui qui s'éloigne, celui qui n'est plus comme avant. Et tu pourrais te défendre, expliquer, justifier chaque décision. Mais tu sais que ceux qui veulent comprendre comprennent sans explication. Et que ceux qui veulent manipuler ne comprennent jamais vraiment. Alors tu choisis le silence. Un silence qui fait mal. Un silence qui isole. Un silence qui te confronte à toi-même. Il y a des soirs où tu te sens profondément seul. Pas seul parce que personne n'est là, mais seul parce que plus personne ne te voit vraiment. Et dans ces moments-là, tu doutes. Tu te demandes si ça valait vraiment le coup. Si protéger ton intégrité méritait ce prix.
Et pourtant, même dans ces moments de doute, il y a quelque chose que tu n'as jamais regretté. Tu n'as jamais regretté d'avoir écouté cette voix. Parce qu'en regardant en arrière, tu vois aussi ce que tu as évité. Les pièges émotionnels, les dépendances déguisées, les relations où tu aurais dû t'éteindre pour rester. Tu vois les chemins que tu n'as pas pris et tu comprends ce qu'il t'aurait coûté à long terme. Et cette compréhension ne te rend pas euphorique. Elle te rend calme, un calme différent, plus grave, plus ancré. Un calme de quelqu'un qui sait qu'il a perdu beaucoup, mais qu'il s'est sauvé. Et cette fierté-là n'a rien de bruyant. Elle n'a pas besoin d'être reconnue. Elle ne cherche pas d'approbation. Elle existe simplement. Parce qu'au fond, tu sais une chose essentielle. Tu as payé cher, mais tu n'as pas payé le prix de toi-même. Et ce feu intérieur qui t'a isolé, qui t'a coûté des liens, qui t'a parfois laissé seul face au silence, c'est le même feu qui t'a empêché de tomber. Dans le prochain bloc, on va aller encore plus loin. On va parler de ce qui se passe après la rupture du jeu, de la solitude qui s'installe, du vide, et de ce que cette traversée prépare réellement en toi. Après avoir refusé le jeu, tu as cru que quelque chose allait se libérer. Tu t'attendais peut-être à ressentir un soulagement, une légèreté nouvelle, une énergie retrouvée, mais ce n'est pas ce qui est arrivé. Ce qui est arrivé, c'est le silence. Pas le silence apaisant, pas le calme réparateur, un silence intérieur plus dense, plus lourd, plus déroutant. Tu as perdu l'élan, pas d'un coup, pas comme une chute brutale. Il s'est retiré doucement, comme une marée qui repart sans prévenir. Avant, même dans la tension, il y avait quelque chose qui te poussait. Une urgence, une nécessité, une raison de tenir. Même quand tu étais fatigué, même quand tu doutais, tu avais un moteur. Aujourd'hui, ce moteur ne répond plus. Tu regardes ce qui te faisait avancer avant et tu ne ressens rien. Les objectifs que tu poursuivais, les projets que tu défendais, les combats que tu menais, tout est encore là, mais ça ne t'appelle plus et ça te trouble profondément. Parce qu'on t'a appris que l'élan est une preuve de vie, que la motivation est un signe de santé, que sans désir, on régresse. Alors tu te demandes si quelque chose ne s'est pas cassé en toi. Si tu n'es pas devenu froid, indifférent, fatigué au point de ne plus vouloir rien. Tu te poses des questions que tu n'oses pas toujours formuler. Pourquoi je n'ai plus envie? Pourquoi rien ne me fait vibrer comme avant? Est-ce que je suis en train de m'éteindre? Mais ce que tu vis n'est pas une extinction, c'est un retrait. L'élan qui t'animait auparavant n'était pas neutre. Il était nourri par des forces que tu ne regardais pas toujours en face. La peur de perdre, la peur de décevoir, la peur d'être rejeté, la peur de ne pas être assez. Ces peurs te donnèrent de l'énergie, une énergie tendue, une énergie qui brûle vite. Elle te faisait avancer, mais elle t'usait. Quand tu as refusé la manipulation, quand tu as cessé de te trahir, ces peurs ont perdu leur pouvoir. Et avec elles, l'élan qu'elles entretenaient. Ce n'est pas que tu n'as plus de force, c'est que tu n'as plus envie d'avancer contre toi-même. Ton système intérieur refuse désormais de fonctionner à partir de la tension. Et ce refus se manifeste par une absence d'envie, une absence d'urgence, une absence de direction claire. Tu pourrais forcer, tu pourrais te pousser, tu pourrais te convaincre, mais tu sens que ce serait faux, parce que repartir comme avant serait un mensonge. Alors tu restes là, dans cet espace étrange où tu ne fais plus ce qui te détruit, mais où tu ne sais pas encore ce qui te nourrit. Et cet espace est l'un des plus difficiles à traverser, parce qu'il n'offre aucune gratification immédiate. Tu ne peux pas dire que tu progresses, tu ne peux pas dire que tu construis, tu ne peux même pas dire que tu guéris, tu es juste présent à ce qui est. Et cette présence te confronte à une vérité dérangeante. Une grande partie de ton élan passé n'était pas alignée avec ce que tu es devenu. Il était efficace, mais pas juste. Il te faisait avancer, mais pas grandir. Et maintenant que tu le sais, tu ne peux plus faire semblant. Ce moment donne souvent l'impression d'être en décalage total avec le monde. Tu vois les autres avancer, décider, s'engager. Ils semblent savoir où ils vont. Ils semblent pleins d'énergie. Et toi, tu observes. Pas avec jalousie, avec incompréhension. Parce que ce qui les pousse ne te pousse plus. Et au fond de toi, tu sais pourquoi.
Tu sais que tu ne pourrais plus avancer avec leurs raisons, leurs compromis, leurs arrangements intérieurs. Tu ne pourrais plus courir sans te demander vers quoi. Alors ton élan reste en retrait, pas pour te punir, mais pour t'empêcher de repartir dans une direction qui ne te correspond plus. Ce que tu vis n'est pas un manque, c'est une transition. Mais tant que tu l'interprètes comme une perte, elle te fait souffrir. Ce qui rend cette phase si difficile, ce n'est pas seulement l'absence d'élan, c'est ce qu'elle te renvoie de toi. Tant que tu avais une direction, même imparfaite, tu pouvais te raconter une histoire. Tu pouvais dire « j'avance, je construis, je fais ce qu'il faut ». L'élan te donnait une identité. Même si elle te coûtait, même si elle t'épuisait, elle te donnait une place. Aujourd'hui, sans cet élan, tu te retrouves face à une question que peu de gens supportent longtemps. Qui suis-je quand je ne poursuis rien? Et cette question ne cherche pas une réponse rapide. Elle cherche à te dépouiller. Sans l'élan, tu n'as plus d'excuses pour te définir par ce que tu fais. Tu ne peux plus te cacher derrière l'effort, derrière la performance, derrière la résistance. Tu es là, face à toi-même, sans mouvement pour te distraire. Et ça fait peur, parce que dans cet espace, beaucoup de choses remontent. Les choix que tu as faits par défaut, les directions que tu as suivies par loyauté, les combats que tu as menés sans jamais te demander s'ils étaient vraiment les tiens. Sans élan, tout devient plus visible, et cette visibilité peut donner l'impression que tu ne vaux plus grand-chose. Tu peux te surprendre à te juger durement, à te dire que tu es devenu inutile, que tu n'as plus d'impact, que tu as perdu ton feu. Mais ce jugement est lui-même hérité de l'ancien système, un système qui valorisait ce que tu produisais, pas ce que tu respectais. Un système où exister sans avancer était perçu comme un échec. Alors tu te bats intérieurement. Tu essaies de relancer la machine, de retrouver une motivation artificielle, de te convaincre que tu devrais vouloir quelque chose. Mais plus tu forces, plus le vide résiste. Parce que ce vide n'est pas une absence à combler. C'est un espace à traverser. Et traverser un espace sans repère, sans récompense, sans validation, demande une force que peu de gens reconnaissent. Rester sans élan demande plus de courage que courir dans une mauvaise direction. Parce que courir te donne l'illusion d'être vivant. Rester t'oblige à être honnête. Dans cette phase, tu peux te sentir inutile aux yeux des autres. Moins intéressant, moins visible, moins actif. Et parfois, tu peux même commencer à disparaître des radars. Les appels se font plus rares, les sollicitations diminuent, les projets se montent sans toi, et cette mise à l'écart te touche plus que tu ne veux l'admettre, parce qu'elle vient confirmer une peur sourde. Et si je n'avais de valeur que tant que j'étais utile? Cette question-là fait mal, parce qu'elle remet en cause des années de construction identitaire. Mais elle est nécessaire, car tant que tu relis ta valeur à ton élan, tu restes prisonnier de ce qui t'a déjà abîmé. Cette phase t'oblige à revoir le contrat, à comprendre que ta valeur ne vient pas de ce que tu poursuis, mais de ce que tu refuses désormais. Refuser de te trahir, refuser de jouer un rôle, refuser de t'éteindre pour être accepté. Et ce refus ne produit pas immédiatement une nouvelle direction. Il produit d'abord un espace vide, un espace sans bruit, sans agitation, sans promesse. Et c'est précisément ce qui le rend si difficile à supporter. Parce que personne ne t'a appris à rester dans le vide sans le remplir. On t'a appris à agir, à réagir, à avancer. Mais pas à attendre sans te juger. Alors tu te demandes combien de temps ça va durer. Tu cherches des signes, des indices, un frémissement intérieur. Mais cette phase ne donne pas de signaux clairs. Elle te demande autre chose. Elle te demande de rester suffisamment longtemps pour que ton ancien système s'éteigne complètement. Pas partiellement, pas symboliquement, complètement. Parce que tant qu'une partie de toi espère retrouver l'ancien élan, la transition ne se fait pas. Tu dois accepter de ne plus être propulsé par la peur, par la pression, par la nécessité. Tu dois accepter de ne pas savoir ce qui va te pousser ensuite. Et cette acceptation n'est pas passive, elle est exigeante. Elle te demande de supporter l'inconfort sans le transformer en drame, de supporter la lenteur sans l'interpréter comme une régression, de supporter le silence sans le remplir par de faux désirs. Et petit à petit, sans bruit, quelque chose commence à se déplacer. Pas encore un élan, pas encore une direction, mais une disponibilité.
Tu n'es plus tiré par ce qui te faisait peur. Tu n'es plus poussé par ce que tu devais prouver. Tu deviens libre d'être appelé par autre chose. Et cette liberté-là ne ressemble pas à ce qu'on t'a vendu. Elle est calme, elle est grave, elle est sobre, elle ne promet rien, elle n'excite pas. Mais elle est vraie. Et c'est pour ça qu'elle prend du temps. Parce que ce qui va naître ensuite ne sera pas une fuite, pas une compensation, pas une revanche. Ce sera un mouvement qui n'aura pas besoin de tension pour exister. Dans le prochain bloc, on va parler de ce moment précis où le refus devient clair, de ce non intérieur qui s'installe avant même que tu saches ce que tu veux. Et pourquoi ce refus, aussi inconfortable soit-il, est la première vraie direction que tu aies prise depuis longtemps. Tu n'as pas encore de réponse claire, tu n'as pas de plan, tu n'as pas de direction précise, mais il y a quelque chose que tu as déjà, un nom, pas un nom crié, pas un nom revendiqué, un nom qui s'est installé sans bruit, un nom qui ne cherche pas à convaincre, un nom qui ne s'explique pas, un nom que ton corps a formulé avant que ton esprit ne trouve les mots. Avant, tu pouvais encore te forcer, accepter, composer, t'adapter. Tu pouvais faire passer ce qui te dérangeait au second plan, au nom de la paix, au nom du lien, au nom de la loyauté. Aujourd'hui, tu ne peux plus. Quelque chose se ferme en toi dès que tu t'approches d'une direction qui ne te respecte pas. Tu peux avoir toutes les raisons du monde, toutes les garanties, tous les arguments rationnels. Rien ne répond. Ton énergie ne vient pas. Ton souffle se coupe. Ton corps résiste. Et ce refus te déstabilise parce qu'il ne ressemble pas à ce qu'on t'a appris. On t'a appris que refuser, c'est avoir peur. Que poser une limite, c'est manquer de courage. Que dire non, c'est renoncer. Mais ce que tu vis n'a rien à voir avec la peur. Ce non ne te protège pas du danger. Il te protège de l'incohérence. Il t'empêche de retourner dans des environnements où tu devais t'oublier pour rester accepté. Il t'empêche de signer des contrats intérieurs que tu sais désormais trop coûteux. Et ce non-là ne vient pas d'un raisonnement. Il vient d'une fatigue profonde. Pas la fatigue du corps, la fatigue de te renier. Tu as épuisé ta capacité à faire semblant, à expliquer, à porter des rôles qui ne te correspondent plus. Et quand cette capacité s'épuise, le système intérieur change de stratégie. Il ne débat plus. Il bloque. C'est pour ça que tu n'as pas encore de oui. Parce que le non doit être pleinement respecté avant que quelque chose de nouveau puisse apparaître. Tu aimerais que la clarté arrive en même temps, que le refus s'accompagne d'une vision lumineuse. Mais la clarté ne fonctionne pas comme ça. Elle n'apparaît pas tant que l'ancien terrain n'a pas été quitté. Et toi, tu es exactement là. Dans cet espace inconfortable où tu sais ce que tu ne feras plus, mais où tu ne sais pas encore ce que tu feras ensuite. Et cette position est plus courageuse que tu ne le crois. Parce qu'elle t'expose. Tu ne peux plus te cacher derrière l'enthousiasme, derrière l'action, derrière la performance. Tu es obligé d'assumer ce refus sans pouvoir le justifier par un projet. Et ça, peu de gens le supportent. Alors certains autour de toi commencent à s'impatienter. Ils veulent comprendre. Ils veulent des explications. Ils veulent savoir ce que tu fais. Mais tu n'as rien à leur donner. Parce que ce que tu vis ne se raconte pas encore. Ce non intérieur n'est pas une posture. Ce n'est pas un rejet des autres. Ce n'est pas un caprice. C'est une frontière nouvelle. Une frontière qui s'est dessinée après trop de concessions, après trop de silence, après trop de renoncements discrets. Avant, tu pouvais encore passer. Aujourd'hui, tu ne peux plus. Et cette impossibilité n'est pas négociable. Tu peux la trahir, oui. Tu peux retourner dans l'ancien monde, reprendre les anciennes habitudes, réactiver les anciens rôles, mais ton corps te le fera payer par une fatigue immédiate, par une perte d'élan, par un vide plus profond encore. Parce que ce non n'est pas une option, c'est une mise à jour intérieure. Et tant que tu ne le respectes pas, rien ne se débloque. C'est pour ça que tu as l'impression d'être immobile. Pas parce que tu n'avances pas, mais parce que tu refuses désormais d'avancer à n'importe quel prix. Ce refus est la première décision alignée que tu aies prise depuis longtemps. Même si elle ne ressemble pas à une décision, même si elle ne te mène nulle part pour l'instant, elle te maintient debout, et c'est tout ce qui compte à ce stade. Dans le prochain bloc, on va parler de ce que ce non provoque dans tes relations. Pourquoi certaines personnes s'éloignent? Pourquoi d'autres te projettent
des choses que tu ne reconnais pas. Et pourquoi cette solitude n'est pas une dérive, mais une conséquence directe du refus de jouer. Après le non, quelque chose change autour de toi. Pas brutalement, pas avec des ruptures nettes, mais subtilement. Les liens ne se coupent pas toujours, ils se vident. Les échanges deviennent plus courts, les silences plus longs, les regards moins directs. Et tu sens que tu n'es plus exactement à ta place. Pas parce que tu as fait quelque chose de mal, mais parce que tu n'alimentes plus ce qui faisait tenir certaines relations. Avant, tu étais présent, disponible, à l'écoute. Tu absorbais, tu comprenais, tu faisais le lien. Tu étais ce point d'équilibre discret sur lequel beaucoup s'appuyaient sans jamais vraiment le reconnaître. Aujourd'hui, tu n'as rien revendiqué. Tu n'as pas demandé plus. Tu n'as pas exigé de reconnaissance. Tu as simplement cessé de donner ce qui te coûtait trop. Et c'est là que la solitude commence. Pas une solitude spectaculaire, pas une solitude visible, une solitude silencieuse. Celle où tu es encore entouré, mais plus vraiment rejoint. Tu continues de parler, mais tu n'es plus entendu de la même manière. Parce que ce que tu incarnes maintenant ne correspond plus aux attentes implicites. Ton calme dérange, ta retenue inquiète, ton absence de justification déclenche des projections. On commence à te regarder autrement. On te trouve distant, froid, changé. On te prête des intentions que tu n'as pas. Parce que quand tu refuses de jouer, les autres doivent réécrire l'histoire pour se rassurer. Et dans cette nouvelle histoire, tu n'es plus le pilier silencieux. Tu deviens une anomalie. Quelqu'un qui ne demande rien, mais qui ne donne plus tout. Quelqu'un qui ne se plaint pas, mais qui ne s'adapte plus. Et cette position est profondément inconfortable. Parce qu'elle te met en marge sans que tu l'aies voulu. Tu n'as pas cherché la solitude. Tu n'as pas cherché l'isolement. Tu as simplement choisi de ne plus te trahir. Mais ce choix a une conséquence directe. Certaines personnes ne savent plus quoi faire de toi. Parce que tu ne remplis plus la fonction que tu occupais. Tu n'es plus celui qui amortit. Plus celui qui comprend tout. Plus celui qui se tait pour préserver la paix. Et sans ce rôle, le lien se fragilise. Alors tu te retrouves seul dans des moments où tu ne l'étais jamais avant. Des soirs plus longs, des week-ends plus vides, des pensées plus présentes. Et parfois, tu te demandes si tu n'as pas été trop loin, si tu n'aurais pas pu faire autrement, si tu n'aurais pas pu rester un peu plus. Parce que cette solitude fait mal. Elle te confronte à une réalité difficile à accepter. Certaines relations ne tenaient que parce que tu t'effaçais. Et cette prise de conscience est violente, parce qu'elle remet en question la sincérité de ce que tu as vécu. Tu te demandes ce qui était réel, ce qui était conditionnel, ce qui n'existait que parce que tu donnais sans compter. Et dans ce doute, une tristesse s'installe. Pas une tristesse explosive, une tristesse lourde, calme, persistante. Celle de quelqu'un qui comprend trop tard le prix réel de sa générosité. Mais au milieu de cette solitude, il y a aussi quelque chose d'autre. Quelque chose de plus discret, mais de plus solide. Tu n'es plus constamment sollicité, plus constamment tiré, plus constamment requis. Ton espace intérieur commence à respirer. Même si ça fait peur, même si ça fait vide, tu n'es plus envahi. Et ce vide, aussi inconfortable soit-il, a une fonction. Il te permet de sentir ce qui reste quand les attentes disparaissent. Il te permet de voir qui reste présent sans que tu aies à te sacrifier. Il te permet surtout de te rencontrer sans le bruit des autres. Cette solitude n'est pas une punition, c'est une conséquence. La conséquence directe d'avoir cessé de jouer un rôle. Et cette conséquence te demande une chose difficile. Ne pas te précipiter pour combler le vide. Parce que si tu remplis trop vite, tu risques de recréer les mêmes dynamiques, les mêmes dépendances, les mêmes attentes déguisées. Cette phase te demande de rester seul un moment sans te condamner pour ça. De rester seul sans te raconter que quelque chose ne va pas chez toi. Parce que ce retrait relationnel n'est pas un échec social. C'est une réorganisation. Tu es en train de changer la qualité de tes liens, pas leur quantité. Et ça prend du temps. Dans le prochain bloc, on va parler de la dernière étape. De ce moment où, après le non, après la solitude, quelque chose commence à se stabiliser. Pas un feu violent, pas une euphorie, mais une base. Quelque chose de suffisamment solide pour que tu puisses avancer sans te perdre à nouveau.
Après le non, après la perte, après la solitude, il reste quelque chose, pas quelque chose de spectaculaire, pas une révélation, pas un grand retour de flamme. Il reste une base. Au début, tu ne la reconnais pas, parce qu'elle ne ressemble pas à ce que tu appelais force avant. Avant, la force, c'était tenir, encaisser, avancer coûte que coûte. Aujourd'hui, la force ressemble à autre chose. Elle ressemble à une absence de bruit, à une absence de tension, à une absence de justification. Tu n'as plus besoin d'expliquer pourquoi tu fais ce que tu fais. Tu n'as plus besoin de convaincre qui que ce soit. Tu n'as plus besoin de prouver que tu es quelqu'un de bien. Et cette simplicité est déroutante. Parce que pendant longtemps, ton identité était liée à ce que tu supportais, à ce que tu acceptais, à ce que tu donnais. Maintenant que tu ne donnes plus au détriment de toi-même, tu te retrouves face à une question nue. Qui es-tu quand tu n'es plus utile à ceux qui profitèrent de ton silence? Cette question ne demande pas une réponse immédiate. Elle te demande de rester assez longtemps dans cette nouvelle posture pour qu'elle devienne naturelle. Au début, tu peux te sentir vide. Pas vide de sens, vide de rôle. Tu n'as plus de costume à enfiler, plus de place prédéfinie à occuper, plus de fonction évidente. Et ce vide-là fait peur, parce qu'il t'oblige à exister sans permission, à choisir sans pression, à avancer sans dette. Et ce type de liberté n'excite pas, il responsabilise. Petit à petit, quelque chose se met en place. Pas une ambition, pas un grand projet, une cohérence. Tu commences à sentir ce qui te respecte et ce qui te coûte. Tu n'analyses plus autant, tu ressens plutôt. Ton corps devient un indicateur fiable. Ton énergie devient un signal clair. Tu n'as plus besoin d'attendre que le chaos arrive pour comprendre que quelque chose ne va pas. Tu sais, et cette fois, tu n'ignores pas. Ce qui revient en toi n'est pas l'ancien feu, pas celui qui brûlait par peur, par manque, par besoin de reconnaissance. C'est un feu plus bas, plus lent, plus stable, un feu qui ne te pousse pas à courir, mais qui t'empêche de te trahir. Et ce feu-là ne fait pas de bruit. Il ne te promet rien, il ne te rassure pas toujours, mais il te tient droit. Tu peux encore être triste, tu peux encore te sentir seul parfois, tu peux encore douter. Mais il y a une chose que tu ne ressens plus, la confusion. Tu sais pourquoi certaines portes se sont fermées. Tu sais pourquoi certains liens n'ont pas survécu. Tu sais pourquoi tu n'as pas pu rester. Pas parce que tu étais trop exigeant, pas parce que tu étais instable, mais parce que rester t'aurait coûté ton axe. Et cette compréhension ne supprime pas la douleur, mais elle lui donne un sens. Tu ne regardes plus en arrière en te demandant si tu aurais dû faire autrement. Tu sais que tu as fait ce que tu pouvais faire sans te renier. Et cette certitude-là ne dépend de personne. Elle ne se partage pas facilement. Elle ne s'explique pas bien. Mais elle est là, stable, silencieuse, inattaquable. Alors quand tu avances maintenant, tu n'avances plus pour être accepté, pour être reconnu, pour être indispensable. Tu avances quand c'est juste. Et quand ce n'est pas juste, tu sais t'arrêter sans t'effondrer. Ce n'est pas une victoire éclatante. Ce n'est pas une revanche. C'est une paix sobre. La paix de quelqu'un qui a payé cher, mais qui n'a pas payé le prix de lui-même. Si cette vidéo t'a parlé, ne cherche pas à la commenter longuement. Un mot suffit pour dire « Je comprends ». Et si tu choisis de rester ici, ce n'est pas pour qu'on te motive. C'est pour qu'on te rappelle que rester fidèle à soi a toujours un coût, mais que se perdre coûte encore plus cher.